donc des notions de base, et en abordant aujourd'hui la méiose et la gamétogénèse. D'accord? Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, méiose et gamétogénèse. Pourquoi la méiose? Parce que la méiose est à l'origine de cellules haploïdes. Les gamètes sont des cellules haploïdes qui vont se former à partir de cellules diploïdes. Les cellules diploïdes qui sont à l'origine des gamètes, on les appelle les cellules germinales. Ces cellules germinales sont des cellules diploïdes qui sont situées dans les gonades, testicules ou ovaires. Ça, on va en parler après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la méiose se déroule à partir de cellules diploïdes, dites cellules germinales, situées dans les gonades. D'accord? Voici une cellule, une représentation schématique pour simplifier une cellule à 2 paires de chromosomes. Hein? Une cellule, les cellules germinales, avant d'entamer la méiose, vont se multiplier. Et ça aussi, on va l'aborder après dans la gamétogénèse. Ensuite, après multiplication, elles vont se préparer à la méiose. Elles vont tout d'abord se répliquer leur ADN. Excusez-moi, parce qu'à chaque fois, je dois accepter les étudiants. Donc, les cellules germinales, avant d'aborder la méiose, elles vont répliquer leur ADN. Donc, ici, voici 2 paires de chromosomes. Voici la paire de chromosomes homologues. Vous savez ce que c'est qu'un chromosome homologue, bien sûr. Et voici l'autre paire de chromosomes homologues qui sont répliqués dans chaque chromosome et formés de 2 chromatides. Après réplication, chaque chromosome sera formé de 2 chromatides. D'accord? Excusez-moi. Alors, vous voyez, est-ce que... Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Alors, s'il vous plaît. Madame. هذا مش حاجة. Excusez-moi pour cette interruption, s'il vous plaît. Alors, je reprends. Alors, la cellule germinale, avant de subir la méiose, va répliquer l'ADN. Hein? Ensuite, elle va donc entamer la méiose. La méiose, elle comprend 2 divisions successives qui s'appellent méiose 1 et méiose 2. Donc, en jaune, c'est la méiose 1. En vert, c'est la méiose 2. 2 divisions successives. La première division méiotique, elle est précédée d'une réplication de l'ADN. Elle est dite réductionnelle parce que, comme vous allez voir, elle va réduire de moitié le nombre de chromosomes. Donc, voici les phases de la méiose 1. Première division méiotique.
prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1 et cytodiérèse. La première division méiotique donne 2 cellules filles haploïdes. Ce sont les chromosomes homologues qui se sont séparés. Alors, la prophase 1, elle est différente de la prophase de la mitose parce qu'elle est plus complexe et plus longue. La prophase 1 comprend plusieurs stades. Elle est complexe. Il y a un événement très important qui va se dérouler dans la prophase 1, qui ne nous intéresse pas, nous, aujourd'hui, c'est le crossing over, où il va y avoir échange de gènes entre chromosomes, entre chromatides homologues. Après la prophase 1, la métaphase 1. Regardez, rappelez-vous de la métaphase de la mitose. La métaphase de la mitose, il y a alignement de tous les chromosomes. Là, l'alignement se fait par paire de chromosomes. Alors, les questions, laissez les questions après. Quand je termine la méiose, vous poserez vos questions. D'accord? Les chromosomes, dans la métaphase, elle est caractérisée par la formation de la plaque équatoriale. Et dans la mitose, tous les chromosomes vont s'aligner. Mais ici, ce n'est pas tous les chromosomes qui vont s'aligner. Les chromosomes homologues vont s'aligner par paire. Pourquoi? Parce que la méiose 1, comme vous voyez ici, l'anaphase 1, l'anaphase elle est caractérisée par la migration des chromosomes, des chromatides vers les pôles opposés. Ici, ce ne sont pas les chromatides qui vont migrer vers les pôles opposés. Hein. Les chromatides sont toujours attachés. L'anaphase 1, dans l'anaphase de la première division méiotique, les chromosomes homologues se séparent et migrent vers les pôles opposés. Les chromatides sont toujours associés par des centromères. Donc, à la fin de la méiose 1, on obtient 2 cellules haploïdes. Haploïdes. Dans 2 chromosomes, on a un chromosome haploïde parce qu'il n'y a pas de chromosome homologue. Pourtant, on dit haploïde. Ici, donc, ce chromosome-là, son chromosome homologue s'est retrouvé dans une autre cellule. Le voici. Ce chromosome-là, son chromosome homologue s'est retrouvé dans notre cellule. La méiose 1, elle ne conduit pas à la séparation des chromatides, mais elle conduit à la séparation des chromosomes homologues. On obtient 2 cellules filles, N chromosomes, et chaque chromosome est toujours constitué par des chromatides. Ensuite, chacune des 2 cellules filles vont entamer la méiose 2, qui n'est pas précédée d'une réplication de l'ADN. Avant la méiose 2, il n'y a pas réplication de l'ADN. Prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, téléphase 2. La méiose 2, elle est identique à la mitose, parce qu'elle conduit, comme vous voyez, elle conduit à la séparation des chromatides qui vont devenir les futurs chromosomes des cellules filles. Donc, à partir d'une cellule germinale diploïde, on obtient 4 cellules haploïdes. La méiose 2, elle est dite équationnelle parce que le nombre de chromosomes reste haploïde. Chacune des cellules haploïdes va donner 2 cellules haploïdes. Un chromosome donne un chromosome. C'est pour ça qu'elle est dite équationnelle. Donc, je récapitule. La méiose 1 est dite réductionnelle parce qu'elle réduit de moitié le nombre de chromosomes et elle conduit à la séparation des chromosomes homologues qui restent toujours formés chacun de 2 chromatides. Et la méiose 2, qui n'est pas précédée d'une réplication d'ADN, elle conduit à la formation de cellules haploïdes. Un chromosome donne un chromosome et elle sépare les chromatides qui sont les chromosomes des cellules. Voici donc grosso modo la méiose. La méiose,
Donc ici, la prophase 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est complexe, hein, elle est longue par rapport à la prophase à mitose. Hein, c'est une phase où elle est constituée de 5 états, 5 stades, et chaque stade correspond à un état de chromatine parce que il va y avoir un événement important qu'on appelle crossing over, hein, donc où il y a échange de gènes entre chromatides non sœurs. Elle se divise en 5 stades qui correspondent à 5 états de chromatine, de la chromatine, hein, permettant l'échange de gènes entre chromatides non sœurs. Leptotène, les stades sont le stade leptotène, zygotène, pachytène, diplotène, diacénène. D'accord? Donc, je rappelle c'est quoi chromatides non sœurs. Les chromatides d'un même chromosome sont appelées chromatides sœurs. Les chromatides de chromosomes de chacun des chromosomes homologues sont appelées chromatides non sœurs. Voici les chromatides non sœurs. On a terminé avec la méiose. Donc, la méiose, c'est la méiose qui va permettre la formation de cellules haploïdes. Quelles sont les cellules du corps qui vont subir la méiose? Ce sont les cellules germinales. Seulement les cellules germinales à l'origine des gamètes qui vont subir la méiose. La méiose, c'est un processus qui va se dérouler pendant l'ovogénèse et pendant la spermatogénèse. L'ovogénèse, c'est la formation de l'ovule et la spermatogénèse, c'est la formation des spermatozoïdes. Donc, on aura la méiose de l'ovogénèse et la méiose de la spermatogénèse. Donc, maintenant, c'est à vous maintenant de poser les questions. Je vais... Bon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser sur la méiose? Je vous écoute. S'il vous plaît, pas de questions sur la méiose? Pas de questions sur la méiose? Oui. Oui, Lina, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux, Lina? Lina, pose ta question. Définition de la cellule haploïde. Alors, la cellule haploïde, les cellules somatiques, les cellules du corps sont diploïdes. C'est-à-dire que les chromosomes dans une cellule, je dis n'importe quelle cellule, somatique, diploïde, hein, le noyau, c'est l'être humain fait 23 paires de chromosomes. Chaque paire, كاين فيها chromosome جمع عند la mère ou chromosome جمع عند le père pendant la fécondation. في une cellule haploïde, les chromosomes homologues, qui soit un chromosome t'as la mère ou un chromosome t'as le père. Il n'y a pas de chromosome homologue, il n'y a pas de paire haploïde, il n'y a pas de paire de chromosomes homologues. L'homme est impair. Haploïde, nombre impair. Les chromosomes ne sont pas disposés par paire.
j'ai dit un chromosome, mais qu'est-ce qu'il y a de son homologue? L'homologue tient une autre cellule. Ici, regardez, la méiose 1, elle conduit à la séparation des chromosomes homologues. Le chromosome هذا هو chromosome تاع homologue هنا votre cellule. Puis une cellule diploïde, les chromosomes homologues sont disposés par paire. Haploïde, il n'y a pas de paire. Haploïde, il n'y a pas de paire de chromosomes homologues. Voilà. Je crois que c'est clair maintenant. Autre question sur la méiose? Il n'y a pas de quoi. Chaque étape de la méiose. La méiose, les étapes de la méiose sont les mêmes que de la mitose. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. Kauter, c'est bien fait. Hein? La prophase, elle est plus complexe. Il y a condensation. Oui, c'est une bonne question. Yani, la prophase, elle est caractérisée par quoi la prophase? Condensation de chromatine, fragmentation de l'enveloppe nucléaire, disparition du nucléo, il y a tout ça. Mais en plus, la méiose 1, la prophase 1, la prophase de la méiose 1, hein, il y a d'autres événements, le crossing ovaire. Donc, les chromosomes homologues vont s'apparier, vont se rapprocher, hein, et pour échanger de gènes. Et la métaphase, elle est différente parce que ce n'est pas tous les chromosomes qui vont s'aligner. Hein, les chromosomes homologues vont s'aligner par paire, hein, permettant la séparation des chromosomes homologues. Là, alors, Yasmine, la méiose réductionnelle, hein, c'est la méiose 1. Pourquoi elle est dite réductionnelle? Parce qu'elle réduit de moitié le nombre de chromosomes, de rien Kauter. Elle réduit de moitié le nombre de chromosomes. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein, réductionnelle parce qu'à partir d'un nombre diploïde, on obtient un nombre haploïde de chromosomes. Réductionnel, le nombre de chromosomes est réduit de moitié. D'accord, Yasmine? C'est clair? Voilà, on passe maintenant à l'ovogénèse. L'ovogénèse, c'est la formation d'ovules. Hein? Ici, vous avez une coupe d'ovaires. Comme vous le savez, vous avez vu ça, donc vous avez vu ça en anatomie. L'ovaire, il est revêtu par un épithélium germinatif. Juste au-dessous de l'épithélium, il y a un tissu conjonctif sous-jacent qu'on appelle le stroma ovarien. Hein? Cette coupe d'ovaire montre deux zones. La zone centrale qu'on appelle zone médulaire, hein, très vascularisée, et la zone périphérique, on l'appelle zone corticale, hein, où on distingue les différents follicules à différents stades de leur développement. Qu'est-ce qu'un follicule? Un follicule, alors c'est la cellule sexuelle, je ne vais pas parler de vos sites, hein. Après je vais expliquer ce qu'est vos sites. Les cellules sexuelles, hein, dans l'ovaire, les cellules sexuelles sont associées à des cellules somatiques appelées cellules folliculaires et l'ensemble vont former le follicule. Donc le but, l'objectif à le cours d'aujourd'hui, ce n'est pas le développement des follicules, ça on verra après, c'est comment se forme l'ovule à l'intérieur de ce follicule. C'est ça l'objectif du cours, ovogénèse. On ne va pas encore parler de la folliculogénèse, du cycle ovarien. Ça, on verra dans le cycle génital de la femme. Donc, sachez que les cellules sexuelles sont associées aux cellules folliculaires. Ensemble, on va faire former le follicule. Alors, comme je l'ai dit dans la méiose, j'ai dit les cellules germinales, avant de subir la méiose, elles vont proliférer. Elles vont augmenter de nombre par mitoses successives. Les ovogonies. C'est quoi ovogonie? Et j'ai dit aussi dans la méiose va se dérouler, hein, à partir de cellules germinales. Les cellules germinales,
à l'origine d'ovules sont appelées ovogonies. Ovogonies, ce sont les cellules germinales qui sont à l'origine de la formation des ovules. Chez les vertébrés, de façon générale, donc les ovogonies sont des cellules diploïdes. Attention, je répète, les cellules germinales qui vont donner les gamètes haploïdes, les cellules germinales sont des cellules diploïdes. Et en subissant la méiose, elles donnent des cellules haploïdes. Les cellules germinales qui vont donner l'ovule sont appelées ovogonies. Donc les ovogonies sont des cellules diploïdes. Elles vont augmenter de nombre. Seulement ce que vous devez savoir, que de façon générale, chez les vertébrés, la multiplication, la prolifération par mitose successive, elle est limitée dans le temps. Chez l'espèce humaine, cette multiplication, elle se déroule chez l'embryon de sexe féminin. La prolifération des ovogonies commence déjà chez l'embryon de sexe féminin à partir du deuxième mois, donc durant la vie intra-utérine. À partir du deuxième mois, et cette prolifération se poursuit jusqu'au 7e mois et s'arrête. Il n'y a plus de prolifération. Il se forme un stock d'environ 6 à 7 millions d'ovogonies. Et ce stock va diminuer progressivement dans le temps par dégénérescence. On va reparler de ce phénomène de dégénérescence plus tard. OK? Donc, les ovogonies, voici un schéma qui résume les étapes de l'ovogénèse. Voici une ovogonie. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ovogonie, après multiplication, elle va subir un accroissement cytoplasmique. Écoutez bien, la gamétogénèse, de façon générale, elle présente les étapes suivantes. Multiplication, c'est bon, on en a parlé. Accroissement, phase d'accroissement cytoplasmique, ce n'est pas une division, c'est une différenciation. La cellule va augmenter de volume. Ensuite, maturation, c'est la méiose. Donc, l'ovogonie, 46 chromosomes. 46 chromosomes, ça veut dire 23 paires de chromosomes. Elle va subir la phase d'accroissement cytoplasmique. Ce n'est pas une division. Elle donne l'ovocyte primaire, appelé aussi ovocyte de premier ordre ou ovocyte 1. Cet ovocyte primaire, c'est cet ovocyte primaire qui va subir la méiose. Mais avant, il va répliquer son ADN. Les chromosomes vont se répliquer. Ensuite, l'ovocyte primaire entame la première division méiotique, commence par la prophase 1. Ensuite, il y a des facteurs protéiques cytoplasmiques qui vont bloquer la méiose 1 au stade prophase 1. La méiose ne se poursuit pas. Elle se bloque au stade prophase 1 par des facteurs cytoplasmiques, des facteurs protéiques qui vont bloquer la méiose. Ce stade de prophase 1, donc au stade diplotène. J'ai dit que la prophase 1, il y a plusieurs stades au stade diplotène. Quand est-ce qu'elle reprend? Elle ne peut reprendre qu'à la puberté. C'est une boulour. Qu'est-ce qui a stimulé la reprise à méiose? Parce qu'à la puberté, il va y avoir l'apparition de l'activité cyclique de l'hypophyse qui va sécréter des hormones, et ça on verra après. Ces hormones vont déclencher la reprise à méiose. Donc la prophase 1, elle va durer des années. Des années. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette longue période sur cette prophase, dit stade quiescent? Il va y avoir donc
La prophase, j'ai dit, est caractérisée par la condensation d'ADN. Quand elle est bloquée, l'ADN va se décondenser pour permettre les transcriptions. Pendant la prophase 1, il va y avoir accumulation des ARN qui seront nécessaires, qui seront plus tard, qui seront traduites plus tard pendant le premier stade du développement embryonnaire, hein, et ces protéines vont contrôler le déroulement des premiers stades embryonnaires. Chez les vertébrés, chez les espèces où le développement embryonnaire va se faire dans l'œuf, il va y avoir aussi accumulation de réserves nutritives pour nourrir l'embryon. Hein. Ces réserves nutritives s'appellent vitellus. Mais l'œuf humain, c'est un œuf alécif, qu'on va voir après. Il ne possède pas de vitellus, hein. Donc il ne va pas avoir de vitellus, mais il va y avoir accumulation des ARN messagers qui seront traduits plus tard pendant le premier stade du développement embryonnaire. Donc, on revient à l'ovogénèse. L'ovogénèse, donc l'ovocyte primaire, diploïde, il a répliqué sur l'ADN, entame la prophase 1, il se bloque au stade prophase 1. Quand est-ce qu'elle reprend? La prophase 1, elle reprend à la puberté sous l'effet d'hormones hypophysaires. Ça, on verra après. Reprise à méiose, 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Cytodiarèse. Du fait que la cytodiarèse ne s'est pas faite au milieu, la plus grande partie du cytoplasme s'est retrouvée dans l'une des deux cellules filles. On obtient deux cellules filles de taille inégale. Une grande cellule appelée ovocyte secondaire et une toute petite cellule appelée premier globule polaire. Il est destiné à dégénérer. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'ovocyte secondaire. Pourquoi c'est écrit ici 46? Alors, la première division méiotique, vous écoutez bien, elle donne deux cellules haploïdes. Ici, 46, c'est par rapport au nombre de chromatides. Il y a 23 chromosomes et chaque chromosome est constitué de 2 chromatides. D'accord? Donc, c'est 23 chromosomes. Pourquoi c'est écrit 46? C'est par rapport au nombre de molécules d'ADN. Chaque chromosome est une molécule d'ADN. Étant donné qu'il y a eu réplication de l'ADN, étant donné que la méiose, elle sépare les chromosomes homologues, elle ne sépare pas encore les chromatides. Donc, chaque cellule fille contient 23 chromosomes et chaque chromosome est constitué de 2 chromatides. Hein, c'est pour ça que c'est écrit ici 46. 46, c'est par rapport au nombre de chromatides, au nombre de molécules d'ADN issues de la réplication. Voilà. L'ovocyte secondaire n'est pas précédé d'une réplication d'ADN. Donc la méiose 2, elle n'est pas précédée d'une réplication d'ADN. Donc l'ovocyte secondaire ne va pas répliquer son ADN. Voilà. Entame la deuxième division méiotique, prophase 2, anaphase 2, et se bloque au stade métaphase 2. Quand est-ce qu'il y a reprise de la méiose 2? Que s'il y a fécondation. Donc, qu'est-ce qu'on comprend à partir de là? Ce qui va être pondu par l'ovaire pour être fécondé, c'est pas l'ovule, c'est pas un ovule. Ce qui va être fécondé, c'est un ovocyte 2 bloqué au stade métaphase 2. C'est un ovocyte 2 bloqué au stade métaphase 2. L'ovaire va pondre, va libérer un œuf vierge. Cet œuf vierge, ce n'est pas ovule, c'est un ovocyte 2 bloqué au stade métaphase 2. Quand est-ce que la méiose 2, elle va reprendre? C'est lorsqu'il est fécondé. L'ovocyte 2, lorsqu'il y a pénétration du spermatozoïde, la pénétration du spermatozoïde va déclencher la reprise de la méiose 2 et donne à la fin 2 cellules haploïdes. Elle est aussi inégale. La cytodiarèse s'est déroulée de façon à ce que l'une des 2 cellules filles possède le plus grand volume de cytoplasme. Donc, on obtient l'ovule
polaire. Voilà grosso modo l'ovogénèse. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Je vais voir. Donc, posez vos questions. Pas de son. Vous écoutez maintenant? Ça va? Il y a le son maintenant? Il y a le son maintenant? Vous m'écoutez? Ok. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ovogénèse? Est-ce qu'elle est claire? Elle est claire? L'ovogénèse, ça va? Ça va? Très bien. On passe maintenant la structure d'un œuf vierge. Donc, grosso modo, ce que vous avez devant vous ici, c'est un œuf d'amphibien, d'un vertébré amphibien. Comme c'est écrit ici, d'une façon générale, l'œuf est une cellule polarisée. Il y a le pôle inférieur est appelé pôle végétatif, le pôle supérieur est appelé pôle animal, où se trouve le noyau. Hein? Le pôle végétatif sont les œufs riches en vitellus. Hein? Le pôle de vitellus est accumulé dans le pôle végétatif. Donc, c'est pour ça que le noyau il est refoulé au niveau du pôle animal. Hein? Ce que vous devez retenir aussi, c'est que à la périphérie de la membrane plasmique, le cytoplasme est dépourvu de vitellus. Hein? Cette zone-là, où le cytoplasme est dépourvu de vitellus, on l'appelle le cortex, ça vous le savez déjà. Et dans ce cortex-là, hein, il y a des vésicules, ce que vous voyez, les tirés en rouge, des tirés rouges, et des vésicules membranaires hein, contenant des enzymes. On les appelle les granules corticaux qui vont intervenir pendant la fécondation, ce qu'on va voir après. L'œuf est protégé par des enveloppes. La première enveloppe en rouge, là. Donc ça, c'est la membrane plasmique. La première enveloppe, c'est l'enveloppe primaire, elle est formée dans l'ovaire. Hein, c'est ce qu'on verra quand on entame le cycle ovarien. C'est la zone pellicide pour les mammifères, c'est la zone pellicide. Et pour les autres, c'est la membrane vitelline. L'autre enveloppe secondaire, hein, c'est l'enveloppe secondaire qui est sécrétée pendant le transit de l'œuf dans les voies génitales femelles. C'est que ici, pour l'amphibien, c'est la gangue gélatineuse. Pour les oiseaux, la coquille de l'œuf, c'est l'enveloppe secondaire. D'accord? Voilà ce que vous devez retenir concernant la structure d'un œuf vierge. Un œuf vierge, prêt à être fécondé, est un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Voici le premier globule polaire. Hein? On passe maintenant à la spermatogénèse. Avec tout d'abord un petit rappel sur la structure d'un testicule. Le testicule, comme vous le savez, hein, il est revêtu à l'extérieur par une capsule conjonctive qu'on appelle albuginée. Elle émet donc des ramifications des cloisons qui vont diviser le testicule en lobules. Et chaque lobule contient les tubes séminifères. Donc la spermatogénèse, où va se dérouler la spermatogénèse? La spermatogénèse se déroule dans la paroi des tubes séminifères, d'où leur nom séminifères. Ces tubes séminifères, donc il y a 1 à 4 tubes séminifères par lobule, hein, on peut le tonner. Ces tubes séminifères, ils vont confluer, on a un canal qu'on appelle tube droit. Les tubes droits, ils vont s'ouvrir dans un réseau de canalicules situé dans le corps de Haymor. Le corps de Haymor, c'est un épaississement de l'albuginée. Hein. Le rétistice s'ouvre dans les canaux efférents situés dans l'épididyme et les canaux efférents s'ouvrent dans le canal épididymaire qui se continue par le canal déférent. La spermatogénèse, contrairement à l'ovogénèse, on a dit que l'ovogénèse, elle commence déjà chez l'embryon du sexe féminin, mais elle se bloque au stade prophase.
Par contre, la spermatogénèse, hein, elle commence à la puberté. Les spermatogonies, donc les cellules germinales à l'origine des spermatozoïdes, on les appelle spermatogonies. La spermatogénèse, je reprends, elle débute à la puberté à partir de cellules germinales diploïdes appelées spermatogonies. Et elle se déroule dans les tubes séminifères. La multiplication des spermatogonies, contrairement aux ovogonies, elle se déroule durant toute la vie de l'homme. Les spermatogonies vont proliférer, vont augmenter de nombre par mitoses successives. Certaines cellules filles vont former, ne vont pas entamer la méiose, ils vont former des cellules de réserve. Les autres vont entamer la méiose. Donc, voilà. J'ai dit que la spermatogénèse, elle se déroule dans les tubes séminifères à partir des spermatogonies. Les spermatogonies augmentent de nombre par mitose successive. Certaines cellules filles vont entamer la méiose, les autres vont construire des cellules de réserve qui vont continuer à se multiplier. Et j'ai dit que la spermatogénèse se déroule dans les tubes séminifères. Voici, regardez ça, ce schéma-là. C'est une coupe transversale. C'est une coupe transversale d'un lobule testiculaire qui montre les tubes séminifères. Voici un tube séminifère et voici l'autre tube séminifère. Entre les tubes séminifères, regardez, il y a du tissu interstitiel, du tissu conjonctif, où se trouvent des amas, des groupes de cellules endocrines qu'on appelle cellules de Leydig qui vont sécréter la testostérone. Mais ce n'est pas l'objectif du cours. L'objectif du cours, aujourd'hui, c'est la spermatogénèse, les étapes, voilà, les étapes, pas le contrôle, les étapes de la spermatogénèse qu'on peut observer au niveau de la paroi du tube séminifère. Voici la paroi du tube séminifère. Ici, c'est la lumière. Donc, le tube de séminifère à l'extérieur, il est revêtu d'une gaine conjonctive. Et la lumière, à l'intérieur, la face interne, elle est bordée par ça. Ça, c'est quoi? On l'appelle épithélium séminal. Dans l'épithélium séminal, il y a deux types de cellules. Deux types de cellules. Voici le premier type. Celui-là. 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 Et l'autre type, c'est celui-là. On va commencer par le premier type cellulaire. Le premier type que voici, on les appelle cellules de Sertoli. Elles sont hautes, comme vous voyez, avec un gros noyau qui est à la base. Donc, l'épithélium séminal, bien sûr, il repose sur une lame basale. Voici les cellules de Sertoli qui sont alignées tout au long du tube séminifère en laissant des espaces entre eux, des intervalles réguliers. Cet espace-là est occupé par l'autre type de cellules que voici. Ce sont les cellules alignées germinales à l'origine des spermatozoïdes. Donc, deux types de cellules, les cellules de Sertoli, et entre les cellules de Sertoli, il y a les cellules de la lignée germinale à l'origine des spermatozoïdes. Les cellules de Sertoli vont jouer un rôle de soutien. Ils vont former une sorte de logette, d'abri pour les cellules de la lignée germinale. Elles ont un rôle nutritif, elles ont aussi un rôle de régulation de la spermatogénèse. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans le cours d'aujourd'hui, c'est la spermatogénèse. Les étapes de la spermatogénèse qu'on peut observer ici. Donc, le deuxième type de cellule, qui est la lignée
des cellules germinales où on va observer les différents stades de la spermatogénèse. Les cellules de la lignée germinale sont disposées en couches superposées. Voici une couche, voici autre couche, voici autre couche. Et chaque couche correspond à un stade de la spermatogénèse. La couche la plus profonde qui est au contact avec la ligne basale, c'est la couche des spermatogonies. Ce sont les cellules germinales diploïdes qui vont subir la méiose. Mais avant de subir la méiose, ils vont subir un accroissement cytoplasmique. Je l'ai dit tout à l'heure, la gamétogénèse comprend une phase de multiplication, ensuite phase d'accroissement cytoplasmique, ensuite la méiose, la maturation, et ensuite différenciation pour le spermatozoïde. Alors, donc, une coupe transversale d'un testicule, d'un lobule testiculaire, montre que les tubes séminifères sont formés de deux types de cellules. Le premier type s'appelle cellules de Sertoli, qui ont un rôle de soutien, l'autre nutritif, un rôle de régulation. Et entre les cellules de Sertoli, il y a les cellules de la lignée germinale qui sont disposées en couches superposées. Chaque couche correspond à un stade de la spermatogénèse. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les cellules de la lignée germinale sont beaucoup plus nombreuses que les cellules Sertoli. Ce qui donne, regardez ici, c'est le schéma que vous avez. Là, regardez, les limites en rouge, ce sont la membrane plasmique des cellules Sertoli. Les cellules Sertoli sont comprimées par les cellules de la lignée germinale, elles sont déformées. Donc voici la membrane plasmique de l'une des cellules Sertoli, la voici, et l'autre membrane plasmique de cette cellule-là. Il y a 3 cellules ici. D'accord? Il y a aussi les cellules au niveau des cellules de Sertoli, il y a des fonctions de type occludens, mais qui sont rompues lorsque les spermatogonies, en subissant au fur et à mesure qui se rapprochent de la lumière, vont rompre ces jonctions et pour subir les différents stades de la spermatogénèse. Alors, bon, je vais voir ce que... Ok, je vais ralentir. Est-ce que c'est clair pour la structure des types séminifères? C'est clair pour la structure des types séminifères? Je reprends un petit peu, je récapitule un petit peu la structure des types séminifères. Dites-moi, je reprends un petit peu la structure des types séminifères. Oui? Oui, ok. Alors, les tubes séminifères sont situés dans les lobules testiculaires. Quand on coupe transversalement un lobule, on voit ici les tubes séminifères. Entre les tubes séminifères, il y a les cellules de Leydig. Ça, c'est le tissu interne, ce qui borde la face interne du tube séminifère montre ce qu'on appelle l'épithélium séminal, où va se dérouler la spermatogénèse. L'épithélium séminal, il est formé de 2 types de cellules. Ces cellules-là, qu'on appelle les cellules de Sertoli, ils sont alignés. Entre elles laissent des espaces. L'espace est occupé par l'autre type de cellules. Ils sont les cellules germinales, à l'origine des cellules, à l'origine des gamètes, spermatozoïdes. Ces cellules-là vont se disposer en couches superposées. Et chaque couche correspond à un stade de la spermatogénèse. Les cellules de Sertoli ont un rôle de soutien nutritif de régulation. Ça va, Yasmine? Je continue? Yasmine? Nour?
Nour, c'est clair? Nour bouddhisme, c'est clair? Je continue, Nour? Ok. La spermatogénèse. Elle comprend deux étapes. La spermatogénèse comprend deux étapes. L'étape 1, c'est la méiose. L'étape 1, c'est celle qui va donner des cellules haploïdes. Elle ne donne pas directement le spermatozoïde avec la tête et le flagelle. Non. L'étape 1 va donner des cellules haploïdes, elle va subir la méiose. La méiose, comme on l'a déjà dit, forme des cellules haploïdes, des diploïdes, excusez-moi, à partir de cellules diploïdes, on obtient 4 cellules haploïdes. La première étape donne, à partir des spermatogonies, des cellules haploïdes qu'on appelle spermatides. Ensuite, l'étape 2, ce n'est pas une division, l'étape 2, c'est une différenciation. Les spermatides, qui sont des cellules haploïdes, vont subir une différenciation pour former les spermatozoïdes avec la tête et la queue. Cette étape-là de différenciation, qui n'est pas une division, s'appelle spermiogénèse. Donc la spermatogénèse comprend la méiose et la spermiogénèse. Voici un schéma récapitulatif de la spermatogénèse. Spermatogonie, donc, voici les phases de la spermatogénèse. Multiplication, accroissement, maturation, c'est la méiose, différenciation, c'est la spermiogénèse. Les spermatogonies, certaines cellules filles, vont entamer le processus de la spermatogénèse qui commence par l'accroissement, un accroissement cytoplasmique, augmentation du volume du spermatogonie qui va s'appeler maintenant, on l'appelle maintenant spermatocyte 1 ou spermatocyte de premier ordre ou spermatocyte primaire. Ce spermatocyte primaire va répliquer son ADN, réplication de l'ADN, et va subir la méiose 1, dite réductionnelle. Réductionnelle, elle donne 2 cellules filles, haploïdes, 23 chromosomes chacun est formé de 2 chromatides. Les cellules filles issues de la méiose 1 s'appellent spermatocyte 2. Donc chaque spermatocyte 1 donne 2 spermatocytes 2 à 23 chromosomes, de taille plus petite que le spermatocyte 1. Le spermatocyte 1, il est 2 fois plus grand que le spermatocyte 2. Chaque spermatocyte 2 va subir, donc bien sûr, il ne va pas répliquer sa ADN, il va directement subir la deuxième division méiotique, la deuxième division méiotique qui est brève. La méiose 1, elle est longue. Elle est beaucoup plus longue que la méiose 2 qui est brève. Elle donne, chaque spermatocyte 2 donne 2 spermatides haploïdes, 23 chromosomes chacun. Les spermatides, qui sont des cellules ovoïdes, contenant les organites, tous les organites. Et quels sont les organites qui vont être à l'origine de la formation du spermatozoïde? Ce sont l'appareil de Golgi, les centrioles, les 2 centrioles, le noyau. L'appareil, donc, ces spermatides vont subir la spermiogénèse, qui est une différenciation cellulaire, pour former le spermatozoïde. L'appareil de Golgi sera à l'origine de la formation de l'acrosome. C'est quoi l'acrosome? Donc, voici la spermiogénèse. Donc, voici un spermatozoïde mature. La tête,
la pièce intermédiaire et le flagelle. Donc, la queue comprend la pièce intermédiaire et le flagelle. Oui, pardon, j'ai dit noyau, appareil de Golgi, centriole et mitochondrie. D'accord? Donc, le noyau va se condenser pour former la tête, va se condenser, hein, une hypercondensation, une condensation accrue. Hein, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, il y aura remplacement d'histamine, pardon, d'histone, protéines histone, par d'autres protéines, hein, pour permettre cette hypercondensation. Donc, le noyau va se condenser. Il est formé, il est coiffé par une vésicule. Regardez la vésicule en vert là, c'est l'acrosome. Elle s'est différenciée à partir de l'appareil de Golgi. Hein, c'est une vésicule membraneuse contenant des enzymes. Elle va jouer un rôle pendant la fécondation. D'accord? Et les mitochondries vont s'organiser de telle sorte qu'elles vont former cette structure-là qu'on appelle pièce intermédiaire. Les mitochondries sont à l'origine de la synthèse d'ATP qui va fournir l'énergie nécessaire au déplacement du spermatozoïde. Et le flagelle se forme à partir de l'un des deux centrioles. Il reste un centriole qu'on appelle le centriole proximal qui va intervenir dans la formation du fuseau métotique après la fécondation. Donc, la spermiogénèse, qui est une différenciation des spermatides qui vont donner, pour former le spermatozoïde, à partir de l'appareil de Golgi, qui va former l'acrosome. C'est quoi l'acrosome? C'est une vésicule membranaire contenant des enzymes et qui coiffe le noyau. Le noyau se condense, formation de la pièce intermédiaire à partir des mitochondries et formation du flagelle à partir de l'un des deux centrioles. Voici donc la spermiogénèse. Spermatogénèse, méiose et spermiogénèse. La méiose donne à partir d'un spermatogonie 4 spermatides. Spermatides haploïdes vont subir la spermiogénèse pour former le spermatozoïde. Les spermatozoïdes sont produits et formés dans les testicules, puis libérés. Oui, les spermatozoïdes, une fois formés, ils vont tomber dans la lumière, bien sûr, après stimulation hormonale, ils vont tomber dans la lumière du tube séminifère, ils vont être drainés, hein, ils ne sont pas mobiles encore. Ils se retrouvent au niveau du canal épididymaire. Et dans l'épididyme, sous l'action de testostérone, qui sont des androgènes, hein, sécrétés par les cellules léviques, hein, les spermatozoïdes, hein, vont subir dans l'épididyme, hein, leur mobilité. Ils vont acquérir leur pouvoir fécondant, mobilité et leur aptitude à se fixer au niveau de l'œuf. L'œuf qui sera entouré par la zone pellicide et qui pourra être reconnu par la membrane plasmique. Il y aura deux reconnaissances, par les protéines de la zone pellicide et la protéine de la membrane plasmique. Donc, ils vont acquérir, hein, leur mobilité. Il y aura aussi modification des protéines membranaires pour que les spermatozoïdes puissent se fixer au niveau de l'enveloppe de l'œuf. Voilà. Donc, les spermatozoïdes peuvent être stockés dans l'épididyme et survivre jusqu'à 3 semaines environ. Donc, parce que les conditions dans l'épididyme sont telles que les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 3 semaines. Et pendant l'éjaculation, les spermatozoïdes vont donc, voilà, il faut le schéma ici. Donc, du canal épididymaire, pendant l'éjaculation, ils vont passer par
par le canal déférent jusqu'au canal éjaculateur. Pendant leur transit, ils vont recevoir des sécrétions venant de quoi? Venant des glandes annexes, essentiellement les glandes séminifères et la prostate. Hein? Et ces sécrétions vont former le liquide séminal. L'ensemble du spermatozoïde et du liquide séminal va former ce qu'on appelle le sperme. Le sperme est formé des spermatozoïdes et du liquide séminal. Le liquide séminal, produit par les glandes annexes, les vésicules séminales et la prostate, ont plusieurs rôles. Parmi ces rôles-là, un rôle nutritif. Il y a le fructose qui va servir de source d'énergie. Il y a aussi, oui, le liquide séminal va aussi va réprimer le pouvoir fécondant, c'est la décapacitation. Le pouvoir fécondant du spermatozoïde, il est inhibé. Il est inhibé pour empêcher une réaction acrosomique précoce. Qu'est-ce que réaction acrosomique? Parce que lorsque le spermatozoïde il va rencontrer l'œuf, il y aura exocytose des enzymes hydrolytiques à partir de l'acrosome qui vont digérer localement l'azote pénicilline. Donc, pour éviter cette réaction, pour qu'elle ne puisse pas se dérouler avant son temps, donc les sites de reconnaissance du spermatozoïde seront masqués grâce aux éléments qui se trouvent dans le liquide séminal. Voici autre rôle aussi du liquide séminal, donc rôle dans la nutrition, etc., etc. Voilà grosso modo la spermatogénèse. Donc je vais passer maintenant à vos questions. Est-ce que j'étais claire? Je répète pour le liquide séminal. Le liquide séminal, il est produit par les glandes annexes, prostate et vésicule séminale. Rôle nutritif. Il est riche en fructose, source d'énergie, en vitamines. Il a aussi un rôle, il y a des éléments du liquide séminal qui vont masquer les sites de reconnaissance du spermatozoïde pour éviter une réaction acrosomique précoce. L'acrosome, qui est la vésicule, contient les enzymes hydrolytiques qui vont digérer l'œuf. Cet acrosome, lorsqu'il va rencontrer l'œuf, il va libérer ces enzymes-là. C'est ça la réaction acrosomique. Donc, pour éviter une réaction acrosomique précoce, certains éléments, certaines substances du liquide séminal vont inhiber cette réaction acrosomique. Ils vont masquer le site de reconnaissance qui se trouve sur la surface du spermatozoïde. Ça va? Est-ce que c'est clair, mes enfants? Ça a été clair pour la méiose et la spermatogénèse? Il n'y a pas de quoi? Donc, la suite sera la prochaine fois, Inch'Allah. Ok, merci, au revoir, et bien, portez-vous bien. C'est bon, c'est bien. Mais automatiquement,